On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, de ses capacités, de sa rapidité, de ce qu'elle permet d'automatiser, d'optimiser, d'accélérer. Une question reste pourtant largement ouverte. Qu'est-ce que ces outils viennent réellement changer dans notre manière de penser ? Derrière l'usage, il y a des mécanismes cognitifs. Attention, mémoire, raisonnement, prise de décision, autant de fonctions que l'on mobilise ou que l'on délègue, parfois sans même s'en rendre compte. Que délègue-t-on vraiment lorsque l'on délègue à une intelligence artificielle ? Comment intégrer ces outils dans nos pratiques sans fragiliser notre esprit critique ? Comment trouver une posture juste face à un outil qui s'impose progressivement dans nos environnements, nos organisations, nos vies personnelles ? Dans cet épisode, nous explorons l'intelligence artificielle, non pas uniquement comme une innovation technologique, mais comme un sujet qui interroge notre cognition, notre rapport à la décision, notre capacité d'adaptation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Amarcy. Stéphane, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Vous êtes l'un de ceux qui ont vu venir l'IA avant qu'elle ne devienne le sujet de toutes les conversations. Cofondateur d'Inbox dès 2001, vous avez bâti pendant près de 20 ans une référence européenne du marketing relationnel et du big data, accompagnant plus de 400 entreprises dans une trentaine de pays. Puis, en 2017, alors que la plupart commençaient à peine à entendre parler d'intelligence artificielle, vous avez fait un choix rare, retourner votre propre entreprise, faire pivoter son modèle, vivre de l'intérieur la métamorphose que vous accompagnez aujourd'hui chez les autres. De cette expérience est née The Next Mind, votre nouvelle aventure entrepreneuriale dédiée à préparer les dirigeants à un monde profondément transformé, entre autres par l'intelligence artificielle. Une conviction guide l'ensemble de votre travail. Le vrai sujet de l'IA n'est pas technologique, il est cognitif et humain. Ce qu'elle modifie en profondeur, c'est notre manière de penser, de décider, d'arbitrer. Vous avez transmis cette pensée pendant plus de 20 ans dans les amphithéâtres dont Paris-Dauphine et Toulouse School of Economics, et également dans les pages de votre livre « Mon directeur marketing sera un algorithme », des 3 métamorphoses à l'ère de l'IA et Ion, qui est un manga pour expliquer ces transformations aux adolescents. Vous explorez aussi les liens entre intelligence artificielle, cognition et adaptation des systèmes vivants dans votre newsletter hebdomadaire Métamorphose, et si j'ai bien compris, d'autres ouvrages arrivent. Votre voix porte une singularité dans le paysage français, ni techno-béate, ni techno-anxieuse. Vous défendez le concept d'antifragilité, cette capacité non seulement à résister à l'incertitude, mais à s'en nourrir, et vous nous invitez à dépasser une lecture purement technique de l'IA pour en faire un sujet d'observation du vivant, de ses capacités d'adaptation, mais aussi de ses limites. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors on va commencer par notre première question signature. Comment définirais-tu la performance ? Waouh, ça commence bien. Mais la performance, déjà pour moi, c'est un sujet qui est trop lié à la performance économique ou au dépassement de soi, que ce soit d'un point de vue psychique, d'un point de vue physique, d'un point de vue, si je rejoins le monétaire, d'un point de vue purement lié à l'argent. Alors qu'en réalité, on pourrait le positionner autrement. La performance, c'est aussi le moyen de s'émanciper, de sortir de nos carcans et de développer autre chose. Super, on n'a jamais eu cette réponse, c'est génial. Ouais. C'est toujours une réponse différente, c'est pour ça qu'on pose cette question en introduction, parce que c'est ce qui permet de se rendre compte que la performance est une notion ultra subjective, alors qu'on a tendance à la traiter comme si elle était universelle. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Alors, elle a changé au fur et à mesure dans ma vie. Il y a des constantes. Ma mission de vie, en tout cas, c'est un moyen au départ pour moi, c'est tout le temps apprendre, tous les jours, à toute heure, chaque minute des minutes. Et ma mission de vie, je l'ai découverte en 2021 à peu près. Donc, il était temps peut-être. Et tout simplement, du fait de l'arrivée massive de l'IA, d'avoir compris et de l'avoir vécu avant d'autres ce que ça allait donner, j'ai eu peur pour notre futur. Et je me suis dit que la mission de ma vie, c'était d'informer auprès de maximum de personnes ce que j'avais découvert, de façon à ce qu'on choisisse nos futurs et qu'on les subisse pas.
Alors, comment est-ce que tu définirais l'intelligence artificielle? Alors c'est assez intéressant parce que le terme intelligence artificielle, il a été clairement défini en 1956 par Alan Turing, donc ça fait exactement 70 ans. Et déjà, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent à cette définition, mais autant vous dire que Alan Turing, en 1956, il ne savait pas du tout ce que ça allait être. Et comme intelligence en anglais, ça veut dire connaissance, eh bien, encore une fois, dans les langues latines, beaucoup de personnes disent « mais il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle puisque c'est basé sur la connaissance ». Donc une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a un petit sujet puisque les grandes boîtes de tech veulent dépasser l'intelligence humaine. Donc on peut faire l'autruche ou on peut regarder ce qu'il en est. Si maintenant je reviens à ma définition d'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'elle est très vague, mais c'est volontaire, c'est pour moi tout système capable d'auto-apprentissage. Donc il n'y a pas besoin d'un tiers pour apprendre. C'est à partir de ce moment-là où je vais parler d'intelligence artificielle. Alors c'est une définition qui n'est pas forcément commune, parce qu'en disant ça, je balaye tout un tas de systèmes qui sont juste de la reproduction de décisions ou de processus. Mais pour moi, c'est l'auto-apprentissage qui fait la différence. Et qu'est-ce que, de façon un petit peu introductive, parce qu'on va bien sûr développer ça par la suite, mais aujourd'hui, l'IA transforme quoi? Qu'est-ce qu'elle transforme? Est-ce que on dit toujours que ça permet de gagner du temps, que ça permet d'être plus efficace, plus performant, mais en réalité, à quoi ça sert? Voilà une bonne question. Pour l'instant, ça sert à essayer de préempter un modèle de société et faire du business. Ça, pour l'instant, c'est ça. Si maintenant je descends à l'échelle de l'individu, eh bien, en effet, on le voit tout le temps sur la logique de la productivité. Alors que ce soit une productivité dans la capacité à faire, une productivité dans la capacité à imaginer, à penser, à délivrer. Mais c'est le faux débat, ce focus sur la productivité est une ineptie. Tout simplement parce que si je me mets sous l'angle de la compétition, et après on prendra un autre angle, est-ce qu'une productivité accessible absolument à tout le monde fait un différentiel de compétition? Absolument pas. C'est juste ceux qui ne le font pas qui sont coincés. Et donc, l'IA, si on veut en profiter en termes de compétition, j'insiste vraiment là-dessus, eh bien l'enjeu, c'est d'inventer une nouvelle proposition de valeur, quelque chose d'inaccessible, un différenciateur. Si on reprend la théorie de l'océan bleu, un océan bleu. C'est ça. Donc ça, c'est au niveau de la compétition, qu'elle soit au niveau d'une organisation, au niveau d'un État ou au niveau d'un individu. Si maintenant je reviens sur ce que nous sommes en tant que personne, l'IA, selon ce qu'on en fait, ça peut être un facteur d'appauvrissement total, voire d'abandon de ce que nous sommes en tant qu'individu, individu indépendant, soit un facteur de démultiplication de nos capacités cognitives, de notre capacité à découvrir, de notre capacité à nous ouvrir sur le monde. À chacun de faire son choix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on l'utilise bien, il y a ce côté-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, très très majoritairement, on l'utilise comme des débiles. Donc, c'est pas le chemin qu'on prend. Mais est-ce qu'on l'utilise comme des débiles parce que tous, autant que nous sommes, on n'y comprend rien, ou alors il y a une volonté de mal l'utiliser? Bon, je pense que la principale des raisons, c'est ce qu'on appelle la flemme. Oui. Très clairement. Parce que ça demande un effort conséquent de pouvoir bien l'utiliser. Et on a l'illusion avec l'IA, quoi qu'on lui pose comme question, on a une réponse, c'est bien structuré, c'est formidable, génial, je prends. Mais où est notre esprit critique? Où est notre capacité à décider, à notre libre arbitre? Où est notre capacité à imaginer? Là-dedans, elle disparaît. Donc d'où l'enjeu de considérer que l'IA ne fournit que des informations qui nous seront utiles pour nous aller plus loin. Et si on l'utilise comme ça, tout change. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite partie de peur aussi? Alors évidemment, la peur, elle est omniprésente et elle est légitime. Moi, je suis le premier, alors que je travaille dedans depuis beaucoup de temps, à avoir peur. Quand je vois des avancées, des nouvelles fonctionnalités, j'ai peur. Alors après, la peur, pour moi, elle ouvre la curiosité et elle me pousse à bouger, à évoluer, à changer, à découvrir, à comprendre. Mais pour beaucoup, la peur est omniprésente. Quand vous entendez absolument partout dans les médias, l'IA va détruire tous les emplois. Alors, une partie des emplois, oui, c'est normal que ce soit anxiogène. Mais concrètement, on fait quoi derrière la peur? Si on reste, comme l'expression classique, un lapin devant des phares, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, eh bien oui, c'est ce qui va se passer. Si par contre on comprend que c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu pour nous, surtout pour nos enfants, parce que l'avenir c'est eux, c'est pas nous, et qu'à ce moment-là on se dise, à nous d'être acteurs, de préempter un certain nombre de changements
Et encore une fois, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est à nous de préempter pour pouvoir décider de notre futur, ce qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler des backstage de l'IA? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les rouages? On parle d'algorithmes, on parle de mathématiciens, mais comment ça se passe véritablement? Alors oui, on va faire l'effort d'expliquer le plus sans schéma, ça va pas être simple, mais je vais essayer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 piliers derrière l'intelligence artificielle. Premier pilier, c'est la partie algorithmie. Donc c'est là qu'on va retrouver les modèles mathématiques. Derrière ça, ce sont des chercheurs qui aujourd'hui coûtent vraiment très très cher. C'est comme les clubs de foot. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, par exemple, a dépensé plus de 200 millions de dollars pour embaucher 18 personnes. Donc c'est comme un club de foot. Waouh! Donc, moi, j'ai pas le droit à ces salaires-là. Mais non plus. Donc, vous voyez, on est là. Pourquoi? Parce que ce sont des talents qui sont extrêmement rares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces talents-là, aujourd'hui, sont tous augmentés par l'intelligence artificielle. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est pas propre au développement de l'IA, ce dont je suis en train de parler, c'est propre à la science en général. Les IA font des découvertes tous les jours en médecine, en sciences, en physique, en sciences des matériaux, des nouveaux alliages, enfin bref, en chimie. Partout, l'IA fait des découvertes. Même en maths aujourd'hui, alors que c'était leur point faible jusqu'à maintenant, ça y est, c'est parti. Donc, ces chercheurs humains sont augmentés par l'intelligence artificielle. Et de fait, ça coûte très cher, comme je l'ai dit. Donc, derrière cette partie algorithmie / humaine augmentée par l'IA, il faut beaucoup d'argent. Une fois qu'on a beaucoup d'argent, on va pouvoir travailler sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la capacité de calcul. La capacité de calcul, eh bien, elle va reposer sur des puces très particulières. Le champion en la matière aujourd'hui dans le monde, c'est une société qui s'appelle Nvidia, qui gagne, elle, énormément d'argent, alors que toutes les boîtes qui vous proposent de l'IA perdent de l'argent. Et ces puces, donc, elles sont mises dans des centres de calcul, et il faut savoir que les États-Unis ont plus de 70% des centres de calcul dans le monde. Donc, on a une hégémonie d'un pays par rapport à ces technologies-là. Pour avoir ça, il faut disposer d'usines très particulières pour les construire. Là, c'est une entreprise qui s'appelle TSMC, qui est une entreprise taïwanaise, qui détient la grande majorité du marché, qui va utiliser des outils, des machines, qui sont fabriquées par ASML, un néerlandais de nationalité, mais les capitaux sont majoritairement nord-américains. Et il va falloir avoir des terres rares. Ces terres rares, il y en a un peu partout dans le monde. Il y a des pays qui sont gâtés, d'autres moins. Évidemment, la Chine est très gâtée, mais la Chine a une particularité, c'est qu'elle a 85% du raffinage des terres rares. Donc vous voyez, on est dans un espace sur cette dimension-là extrêmement concentré, extrêmement fragile, parce que vous comprenez bien que si la Chine envahit Taïwan, le futur de l'IA ne sera pas le même. De la même manière, si la Chine décide de diminuer ses exportations en terres rares, le futur ne sera pas la même, et il l'utilise comme argument de négociation, par exemple, sur les droits de douane avec les US. Évidemment. Et donc, il faut de l'argent pour tout ça, encore une fois. L'argent va permettre d'acheter les éléments réseau, c'est-à-dire faire circuler l'information à peu près partout dans le monde. Donc là, c'est important de comprendre qu'on parle très peu de cette Donc là, c'est le troisième pilier. Non, c'est un des sous-jacents. On va arriver au troisième pilier, simplement parce que l'information doit circuler partout. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité des câbles sous-marins sont posés par les gamins, les Google, Amazon, Meta et ainsi de suite, Microsoft, parce que les États n'ont plus suffisamment d'argent. En Europe, il reste qu'une filiale d'Orange qui le fait encore. Vous avez Elon Musk avec ses satellites, Amazon, Jeff Bezos qui lance ses satellites, la Chine qui lance sa constellation de satellites également. Donc là, complètement préempté. Et ça donne lieu au troisième pilier qui est la data, la donnée. Parce que sans données, l'IA n'existe pas. Et là, il y a des grandes différences. Vous allez aux États-Unis, vous avez des grandes structures comme Google, Amazon, Meta, Apple et autres qui ont des données à ne plus savoir qu'en faire. Mais ce sont des données qui sont parcellaires, même si on en a beaucoup, parce qu'elles n'ont pas une vue holistique de ce que nous faisons. Et vous avez un autre grand champion de la donnée, un très grand champion qui s'appelle la Chine, puisque c'est le pays le plus digitalisé au monde, de très très loin. Eh bien, vous avez 1,3 milliard de personnes qui fabriquent de la data homogène. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles la Chine avance très vite. Et le dernier sous-jacent qui peut absolument tout changer, c'est la législation.
qui a un impact sur les réseaux, sur la donnée, sur les capacités de calcul, sur l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les capacités de calcul, sur les ressources humaines, surtout. Donc voilà, grosso modo, si je dois donner une visibilité du sous-jacent, comme tu le disais, ça permet de bien comprendre les différentes composantes et comprendre aussi que tous les pays ne partent pas du tout sur la même ligne de départ. Les États-Unis sont plutôt bons en algorithmie. Leur point faible, c'est les ressources humaines. Il faut savoir que plus de 80% des chercheurs aux US sont étrangers. Et de fait, avec l'arrivée du président des États-Unis au pouvoir et l'interdiction d'émigration, alors évidemment, les boîtes de tech ont râlé, on dit, mais nous, c'est pas possible, on ne tiendra pas comme ça. Donc, ils ont créé un visa qui coûte $100 000 pour faire venir quelqu'un. C'est du business. Les grandes boîtes peuvent payer, mais tout l'écosystème de start-up, c'est très compliqué pour elles de payer. Donc, ils sont en train d'appauvrir ça. Alors, ce qui était assez amusant, c'est que quand ils ont annoncé ça, la Chine a dit à tout le monde, bah, venez chez nous, on vous accueille. Vous voyez, parce que les ressources humaines, c'est vraiment un vrai facteur de compétition et de différenciation. La Chine est très très bonne sur la partie algorithmique parce que c'est eux qui disposent des ressources humaines les plus larges, que ce soit en ingénierie liée à l'intelligence artificielle ou en chercheurs liés à l'intelligence artificielle. Alors sur la partie computing, j'en ai parlé, totalement dominé par les États-Unis. En Europe, on est complètement inféodé aux US. J'allais dire, et l'UE, on en est où? L'Europe, on est totalement inféodé aux US sur la partie calcul. On est plutôt bon en algorithmie, mais comme il n'y a pas une intégration suffisamment forte au niveau économique, les entreprises qui commencent à exploser s'en vont, parce que c'est trop compliqué. Et sur la partie data, j'en ai parlé, donc on voit bien les différences. Reste un point qui est essentiel, c'est la législation, où là, il y a une grosse bataille, entre 3 modèles qui sont différents, celui de l'Union européenne, celui des US et celui de la Chine. Et en grosso modo, ça va être une belle bataille entre ces 3-là, on verra qui gagne, avec des choix qui sont complètement différents, qui sont parfois idéologiques. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'AI Act. Tout à fait. L'AI Act, c'est le règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il a été écrit avant l'arrivée de ChatGPT, des IA génératives. Ah bon? Avant? Oui. Ah ouais. La loi est un temps long. Et c'est plutôt bien que ce soit un temps long. Ouais. Et pour faire simple, dedans, vous avez 4 niveaux. Premier niveau, si c'est pour choisir des bonbons bleus, des bonbons rouges, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Deuxième niveau, vous êtes obligé de dire pourquoi vous l'utilisez, à quelle fin, et ainsi de suite. Niveau 3, il y a un droit d'opposabilité, c'est-à-dire que s'il y a décide quelque chose, vous avez le droit de dire pourquoi. Et ça, c'est important parce que ça concerne une partie de la médecine, ça concerne l'emploi, l'éducation, la justice. Et il y a le 4e niveau où l'Union européenne dit jamais chez nous, comme le crédit social lié à la Chine, comme en Chine par exemple, ou alors la reconnaissance faciale via la vidéosurveillance, mais il y a une astérix qui dit « sauf cas de sécurité ». Donc c'est ce qui s'est passé pendant les JO à Paris, où il y avait un gros débat sur quand ça commence et quand ça finit. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut comprendre, si je reviens sur le niveau 3, si j'ai ce droit de savoir pourquoi il y a une telle décision, ça veut dire que je dois avoir des algorithmes lisibles, explicables. Aujourd'hui, ils sont quasi inexplicables. C'est trop complexe. Ils arrivent au résultat. Donc, on se concentre sur le résultat, indépendamment de la façon dont ils sont arrivés au résultat. Mais si je n'utilise pas ces technologies-là, ça veut dire que je vais avoir des outils moins performants. Alors, évidemment, si on parle de décision de justice par l'IA, peut-être qu'on peut se dire, c'est pas un sujet, on s'en fiche, il faut que ça soit humain. Mais encore, ça se discute. Mais sur la médecine, c'est plus embêtant. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'Union européenne. Si je vais aux US, c'est le contraire. Il faut savoir qu'en Californie, quand l'AI Act est arrivé, les Californiens ont dit « mais c'est pas mal ce truc, on voudrait avoir la même chose ». Tout le monde est d'accord. Et au dernier moment, le gouverneur il signe pas. Il dit non. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un gros lobbying de la part des grosses boîtes de tech californiennes qui lui ont dit « si tu signes ça, on s'en va au Texas ». Ah oui, parce qu'au Texas, ils auraient fait ce qu'ils voulaient. Et la justification est la suivante. De toute façon, le futur, c'est nous ou la Chine. Alors, quand ils disent nous, ils ne disent pas nous, États-Unis. Ils disent nous, entreprises. Donc, ils se considèrent déjà au-dessus des États. Et de ce fait, ça n'a pas été signé. Toutes les boîtes de tech, vous l'avez vu, ont soutenu le président des États-Unis lors de l'élection avec une promesse de dérégulation. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dérégulé. Ça a fait, il a annulé ce qui existait. La nature ayant horreur du vide, tous les États ont commencé à mettre des législations propres à chaque État.
Les boîtes de tech ont dit attention, si on fait ça, on a 50 marchés, c'est pas possible, il faut intervenir. Et là, le gouvernement américain a proposé un moratoire de 10 ans sur l'IA. Donc pendant 10 ans, vous faites ce que vous voulez et on verra bien. C'est ça qui est en train de se jouer aux US en ce moment. Si je vais maintenant sur la Chine, protection assez forte des consommateurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par contre, le citoyen est observé, est analysé, comme vous le savez. Donc voilà, grosso modo, les trois blocs. Alors, lequel est le meilleur, chacun de se prononcer. Un équilibre. Voilà. Sachez que le modèle chinois commence à être un joli produit d'exportation dans un certain nombre de pays. Sachez aussi que l'IA, à mon sens, et j'insiste, à mon sens, est totalement liberticide dans son ADN même et ne favorise pas la démocratie. Oui. C'est bien le problème principal, en fait. C'est ça, tout à fait. Et en fait, justement, ça met en avant quelque chose qui est que systématiquement, quand on parle d'IA, on met en avant d'abord les questions de moralité, etc. Et par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, on comprend. On met un petit peu moins de façon éclairée toutes les questions économiques, géopolitiques, etc. Ça permettrait quand même de mieux contextualiser, de mieux comprendre ce qui se cache derrière pour pour chacun d'entre nous. Mais toi, ce que tu proposes aussi, et t'en as un petit peu parlé au début, c'est plutôt de parler de l'IA sous un angle cognitif, justement. Oui. Parce que tous ces éléments-là, il faut qu'on les connaisse et que c'était bien, mais peut-être qu'on serait d'autant plus impliqué sur ce qu'est l'IA et ce qu'il faut, à quel point il faut faire un peu attention si on avait cette connaissance cognitive des biais sur lesquels ça peut intervenir. Est-ce que tu pourrais nous en parler et qu'est-ce que ça change de s'intéresser à ça? Oui, alors ce que je propose de faire juste avant d'en parler, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne en 2 secondes et ce qui permettra de comprendre l'impact cognitif derrière. Il y a un piège extrêmement important, fort, et dans lequel on tombe à peu près tous. C'est que l'IA, elle parle comme nous. Sauf qu'elle n'est pas comme nous, elle n'est pas humaine. Donc c'est une erreur de lui parler comme on parlerait à un humain. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un modèle de probabilité. Alors si vous êtes OK, toutes les deux, on va faire un exercice. T'es prête? C'est bon? Allez. Eh bien c'est tout simple, je vais te demander de prolonger ma phrase. Il était une fois... Dans un pays doux et chaleureux. Ouf, ben c'est de ma faute, parce que j'ai pas mis de contexte dans ma demande, dans mon prompt, si on parle d'IA, et donc j'ai laissé l'IA choisir la réponse la plus probable selon elle. Je change totalement mon prompt. On est en 2097, c'est la première fois que des robots humanoïdes arrivent sur les anneaux de Saturne. On va raconter leur histoire. Il était une fois... Dans une planète sombre et détruite par des centaines d'années d'IA. Voilà, ce que vous comprenez au travers de cet exemple, c'est relativement simple, c'est que la réponse la plus probable dépend totalement du contexte de mon prompt. Maintenant que vous avez compris ça, je vais revenir au problème cognitif. Est-ce que vous pensez que vous exprimez tous les tenants et les aboutissants quand vous faites un prompt? En tout cas, non, parce qu'on ne s'y connaît pas assez. En plus, déjà, de manière générale, on n'est même peut pas conscient, en fait. Oui. Je pense qu'on n'est même pas conscient de tous les tenants et les aboutissants. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous laissez un trou, vous laissez l'IA décider pour vous et interpréter pour vous. C'est ça qui se passe. Et comme, encore une fois, en vitesse, ça va bien au-delà de nos capacités à nous, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, eh bien, on prend, on avale, et tout va bien. Ça s'appelle abandonner. Ok. C'est pas comme ça qu'on se développe. Alors, ce que je vous conseille de faire pour contrecarrer ça, c'est ne jamais, quand vous avez un problème, de demander une solution, ça n'a aucun sens, c'est totalement stupide, c'est de demander 5 solutions différentes et de reconstruire la vôtre. Là, ça vous oblige à faire un effort. Ouais. Et je vais vous donner un conseil également pour bien travailler. Quand vous voulez faire quelque chose, vous commencez d'abord par définir votre objectif. On commence par l'objectif. Sans l'IA, voilà mon objectif. Et réfléchir à quelles sont les informations absolument indispensables pour que, bien briefer l'IA ou une personne, peu importe, pour que le travail soit bien fait. Parce que c'est ce que je suis en train de dire est valable pour une personne, pour le coup. Une fois que vous avez identifié toutes vos informations absolument indispensables, vous allez identifier les informations secondaires qui pourraient orienter. Alors attention, information secondaire, orientée égale biais. Mais ça peut être un biais que vous mettez volontairement, mais en tout cas, voilà, c'est conscient, mais vous subissez pas. Parce que si vous précisez pas, c'est l'inverse qui peut se produire. Ce sont d'autres biais qui vont arriver, puisque vous abandonnez encore une fois. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à faire votre prompt en ayant fourni toutes les informations nécessaires. Si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires,
c'est pas grave, vous le savez, donc vous pourrez être critique en conscience au regard de ce qui manque. Vous voyez ? Autrement dit, si vous attendez que l'IA fasse votre job à votre place, eh bien vous avez tort. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas le faire, elle n'aura jamais toutes les informations. Si vous l'utilisez comme un outil qui va vous permettre de vous donner de l'information pour pouvoir vous faire un chemin, eh bien là, il n'y a aucun problème. Et dans ce contexte-là, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir 100%. Vous voyez, quand quand l'IA vous dit des bêtises, on appelle ça une hallucination, vous dites « Ah mais non, mais c'est pas ça, c'est faux !» Et puis elle vous redonne une autre bêtise. Et puis elle dit en plus « Ah oui, pardon. » Oui, c'est tellement énervant. Mais ça ne sert à rien en réalité. Si dès le début, elle vous a dit quelque chose de pas bon, interrogez votre prompt. Interrogez l'information que vous avez donnée. Ne vous énervez pas par rapport à ça. Et donc, une autre façon de voir les choses, c'est qu'à titre personnel, quand j'arrive à 85-90% de ce que je veux, j'arrête. Ouais. Parce que les 5, 10, 5, 15% supplémentaires, ils sont totalement inaccessibles et ça me prendrait un temps fou et j'y arriverai certainement jamais. Mais comme je considère que ce n'est qu'une information que je vais réutiliser, mais à 85%, je suis ravi. Ça me suffit amplement. Et ça me permettra de faire mon chemin. Vous voyez ? Mais en fait, il nous faudrait presque une API entre notre cerveau et les LLM, en fait. Certains y travaillent. Ah ouais, ça m'étonne pas. Juste expliquer ce que c'est une API pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une interface qui permet de faire communiquer notre cerveau avec un outil informatique, sachant qu'on peut... Généralement, c'est entre deux outils informatiques. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Par exemple, imaginez que vous ayez votre voiture qui doit communiquer avec le péage. Eh bien, il va y avoir un protocole d'échange de données et qui va passer, alors j'essaie de simplifier, par une API. Et c'est ça dont on parle. Donc, dès que vous avez deux systèmes différents qui doivent dialoguer, ça passe par ce principe d'API ou par d'autres technologies, mais qui sont à peu près équivalentes, on va dire ça. Et là, tout l'enjeu on parlera certainement de ça, de l'hybridation neuronale entre nous et l'intelligence artificielle, eh bien, le problème aujourd'hui, il est dans le volume de données qu'il y a dans notre cerveau pour pouvoir le capter par de l'intelligence artificielle. C'est un problème de tuyau, de canal, de capacité de canal, vous voyez. Oui, de capacité, oui, c'est ça. Parce que de toute façon, on n'est pas fait normalement pour pour avoir autant d'informations. Non, c'est l'inverse. C'est l'IA qui n'est pas capable de prendre toutes les informations qui arrivent. C'est ça qui est intéressant. Ok. Oui, parce qu'il y a la conscience et puis il y a l'inconscient. Il y a tout ce qui est inconscient qu'on accumule et... Il y a énormément de données dans nos cerveaux et vouloir interagir avec ça, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, ça veut pas dire que demain, ce sera pas possible. Il y a des données qui me paraissent compliquées à interpréter pour l'IA parce qu'il y a des données en fonction de nos 6 sens. Des sens, je sais pas, ce qu'on touche, c'est froid, c'est doux, c'est rugueux. Enfin, ça, l'IA, nous, ça nous donne une information de notre cerveau pour notre survie, notre production, etc. Donc, et ça, l'IA peut pas l'intégrer, en fait. Il faut qu'elle ait la donnée. Si elle a la donnée, elle peut l'intégrer. Mais elle peut pas... Elle donner selon un biais d'une personne qui aura déjà expliqué ce que c'est, mais une personne versus une autre aura peut-être je pense que là, vous mettez le doigt sur un sujet qui est extrêmement important, c'est que vous considérez que l'IA n'est qu'immatérielle. Oui. Okay. Mais l'enjeu de demain, c'est la matérialité de l'IA. Okay. Quel enfer. Attends, mais c'est hyper anxiogène, excusez-moi. Non, mais en fait, ça dépend comment on l'a... Alors, c'est super intéressant. Mais oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, en effet, elle n'a pas toutes ces données-là. Mais tu l'as bien dit, c'est du ressenti. Ressenti égale données. Émotion. Là, quand on se regarde, il y a plein de données qui circulent entre nous. Oui, bien sûr. OK. Ça, c'est de la donnée. Mon cerveau, il interprète, ton cerveau, il interprète. Bon, ok, alors si on va encore plus loin, on échange des phéromones. Là, on peut pas, ça, on peut pas le... Mais si tu le sais, comment tu as su qu'il y a des échanges de phéromones ? C'est qu'un jour, ça a été mesuré. Mais quel enfer. et la beauté du je sais pas. Eh bien, justement, c'est là que ça devient super intéressant, c'est de définir qu'est-ce que cette frontière. En réalité, aujourd'hui, si vous voulez, l'IA, elle est avant tout immatérielle. La grande nouveauté depuis 1 an, c'est l'accélération du mariage entre robotique et intelligence artificielle. Ce qui fait que, vous regardez les robots aujourd'hui, c'est juste démentiel ce qu'ils sont capables de faire. Malheureusement, un terrain d'expérimentation sur lequel il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'avancées, c'est le terrain militaire. Et en ce moment, on est assez gâtés. Il faut savoir que sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'IA, elle est omniprésente dans les robots.
C'est des robots qui amènent les munitions, qui amènent la nourriture, qui évacuent les blessés. Il y a tous les drones qui sont autonomes, qui sont augmentés par l'IA. Enfin, on est vraiment dans ce monde-là. Et ce monde-là accélère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fabrique l'expérimentation même fabrique de la donnée. Cette donnée, elle est réintégrée dans l'intelligence artificielle. C'est des données qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Et ce qui fait faire des progrès à l'intelligence artificielle. Donc, il y a une boucle extrêmement... alors, je ne parle pas par rapport à l'humanité, mais pour l'instant, par rapport juste au progrès de la robotique et de l'IA, qui est extrêmement positif. C'est-à-dire que l'IA a progressé. On la met dans des robots. Les robots améliorent leur capacité à agir et à interagir. Ça fabrique des nouvelles données qui sont redonnées à l'IA, qui progressent, et voilà. Et c'est parti sans fin. Vous avez peut-être vu qu'aux US, vous avez un robot domestique qui coûte $500 par mois. Oui. Il fait le ménage, il fait la vaisselle. Oui, mais il est contrôlé par un humain. Non. Il est contrôlé par un humain quand il n'y arrive plus, si tu as donné ton accord. Quand il n'y arrive plus. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi ça coûte que $500 par mois? C'est simplement que les boîtes de robotique aujourd'hui, si elles veulent se distinguer en termes de compétition dans le futur, ce n'est parce qu'elles auront des données différentes des autres et massives. Donc, le fait de mettre $500 par mois, plein de personnes le prennent, ça fabrique des données, et en effet, tu peux signer une petite croix qui dit si le robot bug, il y a un opérateur à distance qui peut intervenir, mais qu'est-ce que fait l'opérateur à distance? Il est en train de le former. C'est ça qui se passe. Vous voyez, donc on est dans cette logique-là. Donc, le fantasme d'un certain nombre de personnes, le président de Tesla dit par exemple que de toute façon, l'IA est tellement forte que l'espèce humaine, c'est fini en tant que telle. Sa seule chance de survie, c'est une hybridation avec l'IA. Ok, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais lui, il le voit comme ça. Il a créé une structure qui s'appelle Neuralink. Encore une fois, j'insiste, c'est pas le seul. Et donc, Neuralink, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est présenté comme sous couvert de médical. Par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, je pense qu'autour de la table, vous allez être d'accord pour lui dire si on peut lui mettre une petite puce et qu'il retrouve ses capacités cognitives, vous allez me dire oui. Oui. Si vous avez dit oui, vous avez accepté la suite. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. Et alors, faudrait avoir, comme ça a été fait sur la manipulation du génome humain, un moratoire partout sur la planète, qui est remis en cause par pas mal de scientifiques aujourd'hui, au passage. Hein. Je pense que vous avez déjà parlé de ce sujet-là. Non. On fera une petite parenthèse alors, parce que c'est intéressant. Et donc, là, c'est de dire, il faudrait que le monde entier le fasse. Mais qui empêche un pays donné de dire, nous, ça y est, c'est parti. Alors, je vais prendre un exemple, peu importe mon exemple, que la Corée du Nord augmente tous ses habitants, tous ses enfants. Qu'est-ce qui l'empêche demain? Rien. Et qu'est-ce qui empêche un Européen d'y aller? Et quand il revient, on lui dit « Ah non, t'as pas le droit de rentrer sur le territoire ». Eh bien, c'est fini. Il y a une différenciation qui s'est opérée. Et donc, pour faire le lien avec le génome, il y a de plus en plus de chercheurs et de politiques penseurs qui disent de toute façon, Sapiens est en train de fabriquer un environnement qui n'est pas compatible avec lui, donc Sapiens va disparaître. Donc, inventons vite Sapiens 2, qui lui sera prêt à vivre dans cet environnement qu'on est en train de construire. Alors, vertigineux, flippant, oui, complètement. Par contre, c'est intéressant de savoir ce qui est en train de se passer, qu'on parle de ce sujet-là, qu'il y a des personnes qui commencent à parler de ce sujet-là, parce que c'est une espèce de fuite en avant technologique, dans tous les cas, sans chercher la cause. On veut travailler à trouver des solutions qui ne feront que accélérer le sujet. Bon, c'est le reflet de l'humanité jusqu'alors, mais regardons ça encore une fois factuellement, décidons collectivement si on veut de ça ou on veut un autre monde. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est se dire, mais quel est le projet final? Parce que là, on dirait que, d'une certaine façon, on a créé des choses qui, à la base, comme souvent quand on fait des nouvelles découvertes, etc., sont positives et on a la possibilité d'améliorer quelque chose, etc. Et en fait, on s'est un peu on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin. Et à un moment donné, ça nous a échappé. Et plutôt que de réguler ou de je sais pas trop, parce que ça rejoint aussi le liberticide, etc., mais en tout cas, de retravailler la trajectoire et le plan final, on se dit, de toute façon, il n'y a pas d'issue. Donc on fonce droit devant et puis c'est tout. On n'intervient plus du tout. On met totalement de côté notre réflexion humaine de quel est le projet commun, qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil-là, de ces connaissances, etc. Mais c'est pas que cet outil-là. Alors la problématique écologique et le réchauffement climatique, c'est exactement la même histoire. Hein, dans les faits, il n'y a aucune différence. Hein. C'est vraiment ça. L'IA, elle pourrait nous aider, par exemple, à comprendre notre environnement, comprendre le vivant, être plus acteur de ces transformations-là. Mais on n'investit pas beaucoup là-dessus. On investit massivement pour qu'elle fasse des vidéos, qu'elle fasse de la musique, qu'elle fasse des photos, qu'elle nous aide à rédiger ceci ou cela.
qu'elle fasse du business, Ouais. mais pas qu'elle nous aide à reproduire ça. Et même le lien cognitif dont je parlais tout à l'heure, il faut savoir que c'est du business. Parce qu'à partir du moment où vous avez une interface dans le cerveau, il faut bien ce qu'on appelle un OS, Operating System, pour le gérer. Mais quand il faut faire une mise à jour, vous n'avez pas l'argent pour payer, il se passe quoi? On peut rajouter des options, et ainsi de suite. C'est un épisode de Black Mirror. Non, mais c'est vrai, il y en a vraiment un qui est sur ça, c'est horrible. Il est horrible. Ouais. Et il faut savoir que OpenAI, maison mère de ChatGPT, ils ont, peut-être que vous le savez, mais ils sont en train de travailler sur une petite oreillette, très discrète, et ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de téléphone, on pourra juste discuter directement et on aura absolument tout en temps réel, vous voyez, en termes de discussion. Et ils ont racheté une start-up qui est en train de travailler sur une liaison neuronale sans implant. Donc ça veut dire que si demain ils arrivent à avoir cette petite oreillette qui est non seulement capable aussi par la pensée simplement, vous voyez, d'avoir ce lien, eh bien il n'y aura plus besoin de s'exprimer, juste par la pensée, je pourrais accéder à absolument tout. Moi je trouve ça fascinant. Là, on est dans ce chemin-là. Quand, j'en sais rien. Est-ce que ça sera là? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la recherche là-dessus. On verra où ça nous mène. Mais vous voyez, c'est important de comprendre que là, on est vraiment dans le dépassement de ce que nous sommes en tant que animaux humains, dans tous les cas. Et il y a cette recherche de l'augmentation. Et la recherche de l'augmentation, ça date pas d'aujourd'hui. Dans les la super-héros, c'est ça. Et la mythologie, déjà, complètement. Elle était là, c'est déjà là. Donc c'est vraiment propre à l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, on arrive à ces capacités technologiques qui permettent de le faire. Vous avez d'autres choses qui sont complètement folles, comme par exemple de créer un double numérique de chacun d'entre nous. Ce qui permettrait à l'avance de pouvoir tester des médicaments sur nous, de prévoir leurs conséquences. Donc ça, on va dire, mais c'est génial. Mais ok, mais pour qui? Comment? Quel coût? Est-ce que c'est réservé à une élite? Est-ce que c'est pour tout le monde? Bien évidemment, c'est du business derrière, encore une fois. J'insiste là-dessus. C'est du business. C'est pas pensé, rien n'est pensé dans ce que je suis en train de vous décrire comme une logique globale pour l'humanité. Ce n'est pensé que pour faire du business. Et justement, à quel prix pour notre humanité, d'une certaine façon? Parce que toutes ces évolutions-là, tout ce dont tu parlais d'humains augmentés, voilà, etc., à quel prix? Parce qu'au final, on va... de la liberté. Voilà, de la liberté, mais même au niveau de notre... Parce que moi, je pensais par exemple à cette petite oreillette-là. Parce qu'on déjà, on met en avant le fait que le Bluetooth, le simple fait d'avoir des casques Bluetooth, c'est horrible au niveau de la physiologie. En fait, ça a plein d'interactions, etc. Si on commence à se mettre des implants dans tous les sens, forcément, alors peut-être qu'on aura plus de performance d'un point de vue informatique, si je puis dire, au niveau des données, etc. Mais notre humanité en tant que telle, la physiologie telle en tant que telle, forcément, est impactée. Mais je vais être provocateur. Ce n'était pas le cas dès qu'on a fait une première ange de synthèse? Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. Alors évidemment, là on touche au cerveau, capacité cognitive, mais ce n'est qu'un prolongement de pas mal de choses qui ont déjà eu lieu. Ouais, bien sûr. Cette transformation, elle existe. Et toute la question de fond dans ce sujet-là, en tout cas pour moi, encore une fois, et ça ne vaut que pour moi, c'est quelle est la limite entre un humain et un non-humain? Jusqu'à quel... Parce que nos cellules, elles sont renouvelées tout le temps. Donc, c'est pas du tout mes cellules de naissance. Les électrons qui me composent, ils sont là depuis le Big Bang. Donc, je suis quoi? Je suis juste un résidu du Big Bang. C'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité? Parce que là, quand je t'entends parler des humains augmentés, etc., là, je veux dire, les religions, elles prennent un sacré coup dans la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la spiritualité? Parce que c'est quand même un pilier énorme de l'humain, cette spiritualité. Il en a besoin pour vivre et pour survivre. Sauf que la spiritualité, elle est où si on est complètement mécanisé? Mais encore une fois, je pense qu'il faut... Enfin, je mettrai pas ce terme mécanisé, parce que ce terme mécanisé, c'est justement ce que j'ai essayé de définir, c'est est-ce qu'il y a une frontière ou pas dans ce que c'est qu'un humain ou pas un humain? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si demain, j'ai une partie de mon cerveau qui est juste augmentée avec des parties cognitives, est-ce que pour autant, ça me fait perdre ma dimension d'autonomie, de choix, de spiritualité? Oui, à partir du moment où ça a été créé par 3 pays dans le monde et 3 types de profils, ingénieurs, mathématiciens et chercheurs, il y a quand même un biais qui est énorme et qui est centralisé. On va devenir tous homogènes au bout d'un moment. Alors, je prends un autre exemple. Est-ce que ton téléphone a fait qu'il y ait une homogénéité au niveau du monde?
C'est une vraie question. Oui, on a tous... Mais dans les contenus, non. Ça a démultiplié l'accessibilité à des contenus et à la diversité. Je sais pas, Donc, parce la qu'avec question les algorithmes, on est toujours abreuvé des mêmes choses. Enfin, on est dans un tunnel, quoi, Mais ça, c'est vrai. d'information. Mais ça, c'est un choix d'enfermement, encore une fois. C'est parce que c'est du business, ça marche, et ainsi de suite. Mais chacun d'entre nous, on a encore notre libre arbitre pour s'opposer à ça. Alors, notre génération, oui, nos enfants, je sais pas. C'est ça qu'il faut leur inculquer, c'est ça qu'il faut leur donner. Il faut leur donner ces capacités-là. Parce que là, on tend vers une homogénéité. En fait, on devient vraiment des petits soldats, quoi. Vraiment, c'est presque de la chair à canon, quoi. Avec du canon dedans. Encore une fois, je prends un exemple pour aller dans ton sens. Encore une fois, j'essaie si vous regardez des séries sur Netflix, en réalité, c'est toujours la même narration. C'est les personnages qui changent, mais c'est toujours la même narration. Mais bien sûr. Et au passage, ça véhicule les valeurs des États-Unis à fond. Alors, sauf les séries locales. Mais grosso modo, c'est ça. Donc là, encore une fois, il faut faire attention à une chose. Il y a les capacités technologiques et ce qu'on apporte, et il y a ce qu'on en fait. Si c'est mis dans des mains liberticides, c'est absolument catastrophique. Mais c'est un peu le cas aujourd'hui, quand même. Alors, non, pour l'instant, c'est pas dans le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à part certains outils, en l'occurrence, qui eux sont pensés avec une obédience politique très très particulière et qui font du prosélytisme. Ok. Sinon, c'est donner un moyen, tu en fais ce que tu veux. Et c'est terrible, c'est un peu ce que disait Meta au départ. Il disait, mais nous, notre mission, c'est de mettre des gens en relation, quand ils ont créé Facebook et Instagram, indépendamment de la raison pour laquelle ils le doivent le faire. Donc, que ce soit pour sauver l'humanité, ou le chat d'à côté, ou pour créer une bombe, peu importe. Leur mission, c'est ça. Donc là, on est sur des outils, et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un choix individuel, pour commencer, et c'est un choix collectif, après, par de la régulation, par tout ça. Pourquoi certains pays, aujourd'hui, se mettent à interdire les téléphones, en tout cas les médias sociaux, aux plus jeunes ? Parce qu'enfin, on a compris qu'il y avait un impact là-dessus. Enfin, mais il a fallu combien d'années pour le faire ? Voilà. Et donc, le média social, pourquoi il est interdit aux ados ? C'est pas pour ce qu'il est, c'est pour la façon dont on l'utilise. Ce qui est fondamentalement différent. Et l'IA, c'est exactement la même chose. Si maintenant, tu n'as qu'une société ou deux sociétés dans le monde qui ont ces technologies-là et qui choisissent d'informer, de manipuler les uns et les autres, oui, c'est catastrophique. Oui, mais c'est un peu ce qui peut se passer, puisqu'on a vu au tout début de cet épisode que justement, il y avait 3 pays clés qui permettaient à ce que l'IA soit construit et se développe, et 3 typologies de profils également. Alors exactement, et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un autre chemin, dont on n'a pas encore parlé, qui va se développer obligatoirement en réaction. C'est que les progrès technologiques, à la fois dans les capacités de calcul, dans l'algorithmie et dans les données, va permettre de développer massivement ce qu'on appelle l'Edge AI, c'est-à-dire de l'IA hyper locale directement sur nos différents outils. À ce moment-là, moi je pourrais, par moi-même, toi tu pourras le faire, créer tes propres IA, tes propres contenus, et à ce moment-là, alors il y a un risque de bulle encore plus fort, tu vas me dire, oui, mais c'est encore une fois à nous à un moment donné d'être acteurs. Mais il y aura ce contre-pouvoir. Mais cette IA, elle est hébergée par les gros. Non, là, justement, l'idée, c'est qu'elle soit locale. Elle ne sera pas hébergée sur les gros. En réalité, sur ton téléphone, tu as déjà de la data qui est hébergée nulle part, qui est absolument incroyable, et tu pourrais l'utiliser pour tes propres besoins. Même avec le cloud, c'est pas tout dans le cloud. Non, il y en a une partie qui est locale. Et tu pourrais, pourquoi pas, interdire que ça aille sur le cloud et tout garder en local. Pourquoi pas ? Mais alors là, on se fait voler son téléphone, on a encore plus mal. Mais certes. C'est comme à l'époque. Mais certes. Des choix, mais voyez, c'est des choix. Il va y avoir des réactions, comme il va y avoir un mouvement zéro tech, zéro IA, parce qu'on veut pas de ce monde-là. Mais très bien, il existera. Est-ce qu'il sera minoritaire, majoritaire ? Sincèrement, j'en sais rien. Mais il commence à se structurer en ce moment. Et c'est tout à fait logique qu'il se structure. C'est en réaction. Et tout l'enjeu, c'est de trouver, à mon sens, encore une fois, le juste milieu pour que... Personnellement, je trouve qu'on vit une époque qui est certes ultra complexe, mais qui est une chance incroyable pour l'humanité, si on s'en occupe. Et le problème, c'est qu'il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper de façon systémique. C'est-à-dire pas regarder un sujet, puis un sujet, puis un sujet, c'est catastrophique. C'est de comprendre l'interaction, les logiques sous-jacentes et autres entre les différents sujets
pour choisir notre société de demain. Enfin, je vais reprendre un exemple très concret. Aujourd'hui, on est, en Europe en tout cas, sur une société dont la répartition de la richesse se base sur la taxation du travail. Mais on voit bien que on peut dire tout ce qu'on veut, le principe de Schumpeter, destruction créatrice de valeur et tout ça. À mon sens, encore une fois, ça tient pas du tout la route dans ce monde-là. Donc, on va avoir un appauvrissement du nombre de travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On discute de la réforme des retraites qui est passée, ou on travaille sur le futur. Le futur, non pas que du travail, le futur de la façon dont on va vivre. On travaille, on obtient des revenus, tout peut être remis sur la table. Mais discutons du futur, arrêtons de discuter du passé. Je pense que là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose, c'est que justement, de toute façon, il faut qu'on ait, alors je sais pas si on va dire du courage, mais d'une certaine façon, en tant que société, du courage de vraiment creuser les dossiers, ouvrir les yeux sur toutes les choses là. Mais on voit qu'à cette échelle-là, pour prendre de façon anecdotique, par exemple, la réforme des retraites, on revient toujours dessus parce que justement, ça appelle à beaucoup plus ça demande à fouiller beaucoup plus, à soulever des dossiers qui peut-être sont encore plus embêtants et qui risquent encore plus de contrarier la population, etc. Si vraiment on met tout sur la table. Donc forcément, sur des sujets aussi globaux et aussi qui touchent tous les systèmes, c'est d'autant plus difficile. Donc est-ce que alors là, pourtant moi je suis très optimiste dans la vie, mais est-ce qu'en tant que société, indépendamment des gouvernants, est-ce qu'en tant que société, on a suffisamment de courage pour justement se confronter à ces questions-là et se dire, allez, on va tous discuter, tout mettre sur la table et comme ça, on va faire un monde plus intéressant. Alors, je ne sais pas répondre à ta question, si est-ce qu'on a tous suffisamment de courage collectivement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que à titre personnel, j'essaie de me battre pour ça et de faire ouvrir les yeux. Et je dis pas que j'ai raison, c'est pas le sujet, encore une fois. Le sujet, c'est simplement de prendre le temps de regarder les différents signaux qui apparaissent, de voir leurs impacts, de s'y intéresser, de discuter. Mais aujourd'hui, on est dans un modèle socio-économique qui n'est pas viable à terme, c'est pas possible. Ne serait-ce que par le déclin de la natalité ou autre, ça n'a pas de sens. Donc on fait quoi? On attend tranquillement ou on préempte ces sujets-là et on décide de travailler sur le long terme. Et on se fiche des scories du moment. Les scories du moment, c'est pas là-dessus qu'on doit décider. Malheureusement, aujourd'hui, c'est sur les scories du moment qu'on décide. Et ce qui n'a aucun sens. Et surtout, on décide, non pas pour les plus jeunes, on décide pour les personnes qui sont plus âgées. Bien sûr. Mais il faut faire les deux en parallèle, en fait. Les deux sont importants. Mais oui, mais aujourd'hui, il y a un déséquilibre total. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien expliquer, de bien comprendre les enjeux, de bien travailler, et de travailler à une échelle longue. Et en l'occurrence, il y a un pays qui a parfaitement compris ça, et c'est le seul qui avance avec sérénité, c'est la Chine. Ils travaillent comme ça. Et nous, on ferait bien de le faire. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, on est dans un monde de plus en plus global, de plus en plus incertain. Alors on peut dire, c'est pas possible. Non, c'est comme ça, c'est tout, à nous de nous adapter. On va pas changer ça. Vous voyez, on est depuis toujours, et l'IA changera rien à la donne. On est toujours dans cette perspective de, oui, on prévoit, voilà ce qui va se passer. Mais attendez, ça fait combien de temps qu'une prévision de croissance économique n'a pas été bonne, quoi. Et on continue les mêmes erreurs, les mêmes choses. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de facteurs imprévisibles que ça sert strictement à rien de travailler comme ça. C'est pas possible. Donc la seule chose qui prévaut, c'est un temps long. Et après, voilà. Et donc il faut aller dans ce sens-là. Mais politiquement, c'est complexe. Quand vous écoutez les différents publics ou autres politiques, eh bien, c'est pas du tout ça. Si je reprends l'IA, c'est un amplificateur de ce bruit-là. Très Bien fort, sûr. très, très, très fort. Après, je pense qu'il y a une poignée de personnes qui nous gouvernent, qui n'ont absolument aucun intérêt à adresser ces sujets sur le long terme. Ils n'ont aucun intérêt. Mais s'ils n'y ont aucun intérêt, c'est que la population n'y voit pas d'intérêt non plus. Si la population Ça veut dire verrait un qu'on est, intérêt, on est un peu Ils lobotomisé l'auraient. déjà. Hein. Et ouais, je vais juste vous montrer des possibilités qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je donnais une conférence il y a peu de temps, enfin bref, peu importe. Et c'était une conférence un peu particulière parce que l'idée, c'était de travailler sur quel 2050 auquel on pourrait s'attendre. Et plutôt que de le faire en prévision classique, je me suis dit, mais tiens, je vais le faire complètement autrement. Et c'est de générer un maximum de 2050 possible et de voir les interactions, justement, cette dimension systémique dont je suis en train de parler, d'interdépendance ou autre. Et j'ai commencé par générer 244 millions de 2050.
Puis, j'en ai éliminé plein parce qu'il y avait des incohérences, des choses qui n'allaient pas, et j'ai travaillé que sur 44 millions. Vous voyez ? Et donc, ça m'a permis de comprendre quoi ? Les facteurs de disruption, les facteurs de chaîne, qu'est-ce qui allait vraiment poser problème. Et je peux vous dire que le résultat d'un 2050 très sympa où la vie est très très belle, la probabilité est extrêmement faible. Pourquoi elle est extrêmement faible ? Parce qu'il faut une coordination de tout un tas de facteurs positifs. Il suffit qu'il y en ait un qui ne le soit pas pour avoir un enchaînement négatif sur C'est d'autres. l'effet papillon. Exactement. Mais là, c'est très visible. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que si j'avais voulu faire ce travail-là il y a 3 ans, il m'offrait 3 ans pour le faire. Eh bien là, j'ai travaillé en 1 heure. Exactement, entre 45 minutes. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas du tout d'arriver à ce résultat-là. Mais ça, sûrement, n'importe qui pourrait le faire. C'est juste d'avoir l'idée et de se permettre de tester. Et ça, c'est une des grandes transformations liées à l'intelligence artificielle, c'est que dans l'usage qu'on en a tous, on s'auto-limite. On s'auto-limite à quoi ? À nos propres capacités. Alors que tout d'un coup, on a un outil qui nous permet d'aller sur d'autres terrains de jeu. Celui que je viens de citer, il est totalement impossible humainement. Alors, elle va me dire, oui, mais comment tu sais que tes 244 millions, ils sont justes ? Mais je m'en fiche. C'est pas le sujet. Je le saurai qu'en 2050. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet de dire qui c'est juste ou pas juste. Le sujet, c'est de savoir cette multiplicité de projections et de comprendre les liens entre différents facteurs. Ce qui est une autre façon de faire. Mais en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas. Et enfin, j'ai une question, et moi, c'est un peu compliqué pour moi de poser cette question-là, parce que c'est pas du tout ma manière de penser, mais est-ce que, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que l'IA qui a été utilisée par les entreprises avec des réflexions business, etc., maintenant, depuis quelques années, elle est généralisée à la population, et on peut dire c'est bien, etc., mais justement, est-ce que, non pas est-ce que c'est bien, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal par rapport à ça, mais est-ce que, en tant que personne lambda, on a suffisamment de connaissances pour avoir possibilité d'utiliser comme il faut l'IA et justement de s'en servir correctement, ou est-ce qu'il aurait fallu qu'on ait tous un manuel ou une certaine expertise ou je ne sais pas trop quoi pour pouvoir y accéder. Alors c'est une question un petit peu, parce que j'ai pas envie de dire c'est que pour les dirigeants et pas pour... Enfin voilà, mais il n'empêche que comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est pas forcément palpable directement, en tout cas pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas tous un petit robot chez soi, voilà, est-ce que peut-être c'est arrivé dans le quotidien de tout le monde, pas trop vite, mais en tout cas sans qu'on sache vraiment à quoi on avait affaire, et donc on l'a mal utilisé directement en fait. Oui, en fait, on n'arrive pas à s'adapter en temps réel. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, le problématique, c'est qu'on lui parle comme on parle à un humain. Et donc, de ce fait, il y a une projection anthropomorphique qui est absolument désastreuse. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, comme on l'a vu tout à l'heure, vous comprenez qu'il va falloir s'adresser autrement à elle. Okay, ça, c'est le premier point. Elle est absolument disponible pour tout le monde, gratuitement en plus. Donc, tout le monde l'a pris. Enfin, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui était très drôle. J'étais en déplacement, je crois que c'était à Grenoble, peu importe, je dînais le soir. Et derrière moi, j'entends un couple qui commençait à parler. Et ils avaient un problème avec un document de savoir si c'était un vrai ou un faux. Et finalement, eh bien, il y a l'homme qui dit « Ah, ben on n'a qu'à demander à ChatGPT. » Voilà, tout est dit. J'ai rien dit parce que ça me concerne pas. J'allais pas me dire en disant arrêtez, vous faites n'importe quoi. C'est pas ça. Mais non, ça n'a aucun sens. Donc il y a cette espèce de refuge. J'ai à ma disposition mon maître sachant qui sait tout sur tout et ainsi de suite. Et là, on est dans la problématique du savoir. Donc ok, pourquoi pas, même s'il y a beaucoup d'hallucinations et autres, on peut comprendre. Dans tous les cas. Là, il y a un deuxième sujet qui est en train de se passer, qui est beaucoup plus grave. C'est l'abandon de la décision. Ouais. C'est-à-dire que je lui donne, soi-disant, en âme et conscience, absolument tous mes problèmes, et je lui dis, compte tenu de tout ce que je viens de te donner, que dois-je faire ? Ah, bah là, ça s'appelle abandonner. Parce qu'encore une fois, vous lui aurez jamais donné tous les éléments. Ce n'est qu'un modèle de probabilité. Donc, ça marche pas. Et moi, j'entends de plus en plus dans les entreprises de personnes, quand je pose la question, mais pourquoi tu as pris ces décisions ? Et on répond, bah, parce que l'IA me l'a dit. Eh bien... Ouais, mais Là, c'est ça l'argumentation. Ben oui, c'est un abandon. Ben oui, elle a vu plein de choses que moi, je n'ai pas vues. Okay, mais est-ce que tu lui as donné les informations qu'il fallait ? C'est pour ça que j'appelle ça le culte du si. Le culte du si, c'est quoi ? C'est de non pas se contenter d'une réponse, c'est de challenger toutes les hypothèses et de voir la robustesse de la recommandation en fonction du changement d'hypothèse. Vous voyez ? Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour le coup. Parce qu'encore une fois, vous êtes acteur. Vous comprenez, ça vous oblige à bouger. Et comme je le dis souvent, si vous mettez 3 minutes à faire
un travail de 3 heures, même prenez 30 minutes. Les 27 minutes de plus vont tout changer. Donc, si je reviens à la question initiale, comment on se forme à ça? Eh bien, vous allez trouver plein de tutos, plein de trucs, plus ou moins bons, voire souvent pas bons. Mais peu importe, je vous conseille pas ça. Je vous conseille, puisque vous avez tous expliqué quelque chose à quelqu'un, pour demander un service, pour demander une mission ou autre, peu importe, eh bien, faites cet effort de brief, comme je vous disais tout à l'heure. On a un objectif, on réfléchit aux données dont ils sont indispensables pour pouvoir faire ça, les secondaires qui peuvent donner lieu à des billets ou autres, et après je reconstruis mon prompt. Vous faites ça, ça marchera. Vous ne demandez jamais une solution, vous demandez plusieurs solutions. Ça, c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Une fois que vous avez acquis ça, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez certainement travailler sur d'autres façons de faire, mais travailler au travers de vos capacités cognitives, au travers du dépassement de vos propres limites. Par exemple, quand vous faites un travail avec l'IA, quand vous arrivez au résultat, encore une fois, j'insiste, pas plus de 90%, ça sert à rien, eh bien, posez-vous systématiquement la question, mais qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Et le simple fait de se poser cette question, au départ, vous allez dire, mais rien. Et à un moment donné, vous allez dire, ah, mais si, je peux faire ça. Ça y est, vous avez débloqué votre cerveau pour commencer à dépasser vos propres limites. Et là, dès que vous avez réussi à faire ça, bah alors, le champ des possibles devient gigantesque. Mais moi, par rapport à ce que tu disais sur la prise de décision et l'abandon, c'est qu'en fait, en temps normal, si on n'utilise pas l'IA et qu'on est dans le cadre d'une réunion, peu importe, et qu'on décide de prendre une décision, il y a forcément quelqu'un qui va donner son avis, un autre qui va le challenger, etc. Pourquoi on a décidé collectivement que l'IA savait tout? Enfin, pourquoi c'est un peu naïf de dire ça, mais en fait, on a décidé autant on se challenge systématiquement, autant face à l'IA, on challenge pas, justement cette idée d'abandon, on se dit, elle sait. Mais parce que c'est confortable. Et c'est plus nous qui assumons quoi que ce soit, c'est l'IA qui l'a dit. C'est ça. Bah, La responsabilité. Mais exactement, c'est l'éternel problème de la chaîne de responsabilité. C'est exactement le sujet qui existe depuis toujours et qui se reproduit avec l'IA. Et finalement, l'IA, elle vient au sommet de cette chaîne de responsabilité. C'est pas moi, c'est lui. Et oui, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que et qui va s'accélérer, à mon sens, c'est que dans beaucoup d'organisations, quand vous dites moi je suis pas d'accord avec ce que dit l'IA, c'est dur à assumer. C'est très difficile à assumer. Alors qu'au contraire, ça devrait être loué, cette capacité à dire « Ah non, mais moi, je suis pas d'accord ». Alors, ce qu'il faut savoir pour rebondir sur un sujet de conversation qu'on a eu précédemment, l'IA, là, dans tous les cas, pas toutes les données. Si on revient sur cette problématique de prise de décision, l'IA, elle a toutes les données factuelles qui ont été enregistrées ou autres. Il y a plein de données dont elle ne dispose pas. Typiquement, ce qu'on a ressenti quand on s'est serré la main, quand on a échangé avant le podcast, là, les regards qu'on a. En effet, elle n'a rien de tout ça. Toute la partie intuitive, instinctive, voilà. Elle l'a pas. Ça ne veut pas émotionnel ou autre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'avoir, parce que ce sont des données, encore une fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne les a pas. Et donc, quand vous voulez prendre une décision et qu'il manque tout ça, il y a des trous dans la raquette. Évidemment que nous, on a tous ces facteurs-là qui sont différents, vous voyez? Oui, parce que quand on crée une entreprise, on la crée souvent avec un gut feeling, avec une intuition. Avec un truc, on se dit ça, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais je crois que ça va aller par là. Et c'est là où c'est difficile de dire non, je suis pas d'accord avec l'IA, mais de pouvoir l'expliquer et l'argumenter d'une façon aussi professionnelle que l'IA le fait. Exactement. Et donc ça c'est... Donc là, on voit... Mais comment on fait du coup? Eh bien, on va travailler. On peut utiliser l'IA aussi pour le faire, ça, mais en opposition, justement. L'IA peut s'auto-contredire. Mais bien si on sûr, la guide. Mais en réalité, à l'IA, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Par exemple, à titre personnel, j'ai une dizaine de personnages différents, dont 2 extrêmes. Celui qui est totalement disruptif, qui a peur de rien, et celui qui a peur de tout. C'est mes 2 extrêmes. Et donc, quand j'ai des réflexions à faire, des décisions à prendre ou autres, eh bien, tous ces conseillers, entre guillemets, participent, mais ils ne me disent pas quoi faire, ils me donnent leur feeling par rapport à mon problème. Mais tu as créé des personas? Oui. Mais c'est fou, ça! Et là, tout d'un coup, ça devient riche, encore une fois. Parce que comment je peux obtenir en 10 minutes des conseils de 10 personnes différentes sur un sujet qui est complexe, qui est dans ma tête?
Mais c'est ça qui est génial parce que moi j'ai toujours l'impression d'effectivement dialoguer avec les différentes Charline dans ma tête. Il y a la Charline hyper créative, la Charline hyper business, la Charline hyper sensible, la Charline hyper intuitive. Et effectivement, de regrouper tout ça, c'est ce qui fait ma force d'être humain. Mais on peut l'augmenter finalement avec l'IA si on sait bien le paramétrer. Exactement. Sauf qu'il y a quand même des biais inconscients qu'on n'a pas, qui font qui je suis. Mais très bien, ça change rien, parce que c'est pas une finalité, c'est un insight pour moi pour aller plus loin. Ça change strictement rien. Et dedans, il y a des personas que je ne suis absolument pas, moi, qui vont justement avoir un regard qui est complètement différent du mien. Donc là, ça devient intéressant, encore une fois. Bien sûr. Et jamais je vais appeler quelqu'un totalement opposé à moi pour lui dire Bien sûr. alors, est-ce que tu as 15 minutes pour qu'on discute de ce sujet-là? Pour que tu me dises comment c'est nul, ça va pas marcher. Ben non, j'ai pas envie de le faire. Évidemment que j'ai pas envie de le faire. Mais là, je l'ai à disposition, c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a un moyen de, entre guillemets, s'approprier l'IA? Alors toi, tu l'as fait, mais on parlait de justement que l'un des biais qu'on avait, c'était de s'adresser à l'IA comme si c'était un autre humain. Oui. C'est rassurant. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'approprier cet outil? Alors je dis bien le mot outil, parce qu'on a besoin de le personnaliser en fait pour s'approprier des choses. Donc moi je sais que parfois j'ai des amis qui m'ont dit oui, mais imagine que c'est ton équipe, que tu as ton DRH, ton DAF, etc. Et du coup ça m'aide, ça me donne des repères. Comment est-ce qu'on peut se créer des repères pour avancer dans cette histoire en fait? Personnellement, encore une fois j'insiste sur le personnellement, je ne pense pas qu'il faille personnifier l'IA. Surtout pas, au contraire. Dès qu'on personnifie, on tombe dans le travers de lui parler à un humain, comme à un humain. Oui, non, C'est mais inconscient. en fait, est-ce que tu aurais une analogie? Comment est-ce qu'on peut... Alors, Parce que c'est un outil qui est nouveau. Donc, comment est-ce qu'on peut, pour se l'approprier, je sais pas, parle-moi d'une chaîne de prod, j'en sais rien, parle-moi d'un système que je connais, tu vois. C'est là où, si tu veux, c'est pour ça que je dis que la personnification, méfiez-vous, je comprends le confort dans la personnification, parce que c'est facile, mais c'est dangereux, c'est très, très dangereux. À titre personnel, moi je le vois plutôt comme une entité non personnifiée qui me permet d'accéder à beaucoup d'éléments de réflexion, mais c'est pas personnifié, c'est relativement vague, mais peu importe, pour moi c'est ma façon de faire. Et ça me suffit. Ouais, ça te suffit, mais je pense que ça suffit pas à beaucoup d'entre nous. Si vous voulez avoir cette personnification, je pense que l'idéal de l'idéal, imaginez un robot, mais imaginez pas un humain, quoi qu'il soit, son rôle ou quoi que ce soit. Imaginez un robot. Ok, ça me va. Non. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est comme si c'était quelque chose d'hyper abstrait pour la plupart d'entre nous. Enfin, la majorité d'entre nous, en fait, je pense. Et du coup, essayer de rentrer et d'utiliser quelque chose qui nous paraît abstrait, bah, c'est contre nature. Finalement, on n'a pas de repères, c'est comme avancer dans le noir. Au bout d'un moment, on sait pas où aller, on est perdu, on se perd. C'est des méandres en fait. On a l'impression qu'on est dans des méandres. Certes, encore une fois, je comprends, mais c'est justement cette perte de repères qu'il faut accepter pour en retrouver d'autres. Si on n'accepte pas cette étape, on perd nos repères, on va rester stricto sensu bloqué dans ce qu'on sait, dans ce qu'on est, ce qu'on sait. Et là, encore une fois, j'insiste, on peut se développer. Et je parle de développement cognitif, personnel ou autre. Mais pour faire ça, il faut accepter de passer par cette perte de repères. Ok. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de diffuser, d'utiliser en tout cas au niveau mondial, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, l'IA? Est-ce que techniquement c'est possible, pas possible? Je veux dire, avec les ressources planétaires, c'est pas possible, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui c'est pas possible? Sachez que l'énergie consommée par l'IA, c'est 2% de l'énergie mondiale. C'est ça. Mais entre guillemets, que 2%, on va dire ça comme ça. Ouais. Par contre, ça progresse. Le digital, c'est 6,5%, dont les 2% sont dedans. Donc, n'oubliez pas que si vous regardez vos plateformes préférées à la demande et autres, vous consommez de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire. Alors, pourquoi on stigmatise l'IA et on ne parle pas de ça? Tout simplement parce que, de façon très humaine, on stigmatise ce qu'on ne fait pas encore. On ne remet pas en cause ce qu'on fait déjà. Hein. L'élevage pour nous nourrir, c'est plus de 10%. Bien sûr. Donc, et tout le pour transport s'habiller, voilà, je parle pas de l'habillement, tout le transport aérien c'est 2% de l'énergie mondiale et ainsi de suite. Alors pas l'énergie, du réchauffement climatique, mais de l'énergie mondiale. Donc vous voyez, donc là on a un sujet là-dessus.
Et donc dire, est-ce qu'on peut passer à 8 milliards d'utilisateurs? Bah, aujourd'hui, tel que c'est fait, non. Demain, pourquoi pas? Et il faut aussi, bon, tout simplement avec ce que je disais, l'IA très locale, peu cher, et ainsi de suite, distribuée sur des téléphones, sur d'autres outils de ce type-là. Pourquoi pas? Mais omnipotente pour tout le monde et omnisciente, pas aujourd'hui. Il faut des progrès technologiques conséquents. Il faudrait de l'énergie, beaucoup plus d'énergie. Il faudrait beaucoup plus de terres rares. Donc, sachez que l'exploitation des terres rares, c'est pas super propre. Il faudrait beaucoup plus d'usines pour fabriquer des puces, beaucoup plus d'eau pour refroidir tout ce bazar. On va aller trouver notre planète, non? Eh bien, alors, C'est un peu leur projet, non? Je sais pas. tu crois pas si bien Bah dire. oui. C'est pas exactement une planète pour l'instant, parce qu'une planète, en termes économiques, c'est pas demain qu'on peut l'exploiter Ouais. comme ça, même la Lune. C'est pas si simple que ça. Mais si on veut diminuer l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle, grosso modo, il y a 6 façons de faire. La première façon de faire, c'est d'avoir des puces moins gourmandes. Alors, il faut savoir que chaque nouvelle génération de puces consomme 50% d'énergie en moins, grosso modo, pour plus de puissance. Mais la demande explose tellement que Ça ça suit pas. continue. Deuxième façon de faire, c'est avoir des nouveaux modèles mathématiques moins gourmands. Beaucoup de recherches là-dessus. Il y a des trouvailles. Il y en a une en fin d'année faite par un lab de Samsung qui est intéressant. Il y en a une autre qui est sortie la semaine dernière qui est intéressante également. On va voir ce que ça donne. Troisième façon de faire, c'est de mettre des quotas. Ah, vous êtes médecin? Faites ce que vous voulez. Mais là, autour de la table, nous, on en a le droit que 2 usages par jour. Vous y croyez à ça? Non. Non. Bon, ok, on met une croix dessus. Quatrième possibilité, c'est qu'on accepte collectivement d'avoir des moins bons résultats. Ouf, j'y crois pas non plus. Ça nécessiterait moins de calcul. Ouais, bien sûr. Non, mais- vous n'y croyez pas? Bon, vous êtes en je train de pense tout casser. que- là. Ouais, bah ouais. Bon, cinquième possibilité. On a tous un usage raisonné de l'IA. On arrête de lui demander tout et n'importe quoi, on arrête de demander des dessins, des vidéos débiles qui servent à rien, et ainsi de suite. Vous y croyez à ça? Non, absolument pas. Parce qu'on n'a pas assez confiance en l'humain. Ok. Mais non, parce que l'usage récréatif, il est chouette aussi. Enfin, moi, je l'utilise pas comme ça, mais je pense que ça doit être cool. Enfin, en vrai. Donc, il reste une solution auquel certains ont pensé, c'est de mettre tout ça dans l'espace. Mm. Google fait des tests. Vous avez peut-être entendu parler de rapprochement entre XAI et SpaceX, c'est les deux structures du président de Tesla. Tout ça pour faire une introduction en bourse, récupérer beaucoup d'argent pour construire un écosystème de cloud computing dans l'espace. Et donc, s'il arrive à faire ça, il a les satellites, il a l'IA, il a les lanceurs, et il a le cloud computing dans l'espace, et il a les robots, parce que Tesla est en train de se transformer en boîte de robotique. Mais il y a aussi plein de météorites là-dedans. Non, je sais pas. Les capter, c'est pas simple. C'est pas si simple que ça de capter une météorite pour que ça soit économiquement intéressant aujourd'hui. Non, mais je veux dire, une météorite, elle peut détruire ce qu'il va créer dans mais il y a l'espace. déjà 6000 satellites juste pour les... Ah, tu veux dire que c'est pas sur un point, en fait. Non, C'est un peu oui, partout. Comme Starlink, il y a ces 6000 satellites déjà. Ah ouais, non, mais moi, ça sort tellement de mon schéma que j'ai du mal à l'imaginer. D'accord. Donc là, Wow. typiquement, je suis en train de Mais parler vive de les quoi? ondes, non? Oui, à voir. Et je suis en train de parler de quoi? De la volonté de certaines personnes de dominer le monde. Ah bah, Bien sûr, clairement. ça, c'est Mais de toute sûr. façon, là, on en est toujours à la même chose. Hein. D'ailleurs, vous savez que leurs petits noms entre eux, ce sont souvent des empereurs ou des guerriers romains. Auguste et Octave. Voilà, Ouais. mon Dieu. Donc On n'a pas évolué, en fait. Hein. non. Bah non. vraiment. La En fait, mentalité, c'est juste qu'on je a- veux dire. Non, On mais a c'est des vrai. outils et des armes différentes, mais en soi, C'est les mêmes conflits, les mêmes enjeux qui se reproduisent à l'infini. Mais ce que tu es en train de nous raconter, moi, ça change vraiment encore plus tous mes repères, parce que finalement, ça veut dire que demain, on ne va pas du tout avoir les mêmes interactions sociales et on va plus travailler. Le travail va complètement changer de façon inhérente, en fait, parce que si on est tous super intelligents, comment on échange, parce que le modèle économique, c'est d'échanger pour quelque chose que tu as et que j'ai pas, et toi tu veux quelque chose que j'ai et que t'as pas. Sauf qu'en fait, si on est augmenté et qu'on a tous accès à tout ce qu'on n'a pas, je veux dire, what the point of living? C'est pour ça que beaucoup disent que le travail va disparaître. Bah oui, mais là, ça commence à être concret pour moi après notre discussion. Le travail va disparaître, donc d'où l'urgence, comme je disais tout à l'heure, de trouver un nouveau modèle social et économique, puisque tout est basé là-dessus depuis toujours. Nos sociétés sont construites autour de cette notion de travail et de après-travail.
et avant le travail, parce que l'éducation, c'est pour travailler, le travail, c'est ça, et après, c'est après le travail, tout Ah tourne oui. autour de ça, et dans ce monde qui arrivera quand, j'en sais strictement rien, mais oui, ça va bouger. Alors après, j'ai quelques chiffres à vous donner sur la transformation de certains métiers. Il faut comprendre que ces grandes boîtes d'IA, elles cherchent évidemment à faire du business, encore une fois. Donc, elles ont des cibles très particulières. La médecine en fait partie, parce que la médecine, Bah, bien évidemment, sûr. c'est un bon business, on va dire ça comme ça. Le deuxième métier qui a été visé dès le début, c'est le développement informatique. Et là, avec des conséquences très claires aujourd'hui. Aux États-Unis, en 2025, vous avez eu 20% de baisse de demande des développeurs informatiques. En Europe, c'était 5%. Et ça va s'accentuer. Avant, on avait du mal à en trouver. Aujourd'hui, on en trouve. Tous ceux qui sont mis indépendants, s'ils ne sont pas hyper qualifiés, leur TJM, donc le prix à la journée qu'ils facturaient, a baissé. Vous voyez? Et on est dans ce monde-là. Ensuite, ils ont visé le marketing et la communication. Très bien, les conséquences vont arriver. Après, ça a été la finance, et maintenant, c'est le juridique. Et au fur et à mesure, c'est ces métiers-là. Alors, c'est des métiers, entre guillemets, nobles, intellectuellement nobles, on va dire ça comme ça. Eh bien, vous voyez que c'est avant tout ces métiers-là qui sont visés par l'IA. Si vous êtes plombier, boulanger, vous n'avez aucun problème aujourd'hui. En fait, c'est presque les métiers manuels qui oui. sont l'avenir. Mais exactement. Et c'est un retour de bâton qui est assez amusant, entre guillemets, tout simplement parce que quand il y avait eu la robotisation des usines, tous les cols blancs disaient oui, ils trouveront un autre bout de jour. Ben, aujourd'hui, c'est à eux que ça arrive, et c'est moins drôle. Quand vous entendez des grands cabinets de conseil dire « Ah, mais nous, on n'embauche plus de juniors ». Ouais, mais Pourquoi? c'est Parce que terrible. l'IA le fait. Alors, ça m'amuse toujours, ce genre de choses, ironiquement, l'amusement. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de junior, qui sera senior demain? Bah, c'est ça, exactement. Premièrement. Deuxièmement, on leur reproche déjà d'avoir une pensée unique, mais s'ils n'ont personne pour les Bah, challenger, exactement. qui va le faire demain? Enfin, ça n'a pas de sens. Vous avez des cabinets qui ont créé leur propre disrupteur en créant des filiales 100% IA, où il n'y a pas un humain qui travaille dedans. Vous voyez? Parce qu'ils savent que de toute façon, ça va arriver. Aux US, vous avez un arbitrage qui se fait sur les avocats, parce que les avocats sont tellement chers que beaucoup arbitrent en disant on utilise l'IA et tant pis pour le risque. Et, mais ce qui est une réaction, toujours action-réaction, le même principe de base, une réaction à un écosystème qui n'avait pas forcément de sens économique. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Oui. Plutôt que de revoir le système, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Bien sûr. Donc quand on dit tout ça, c'est quoi le travail demain? C'est quoi la répartition de la richesse demain? Eh bien, vous comprenez que c'est Mais pas c'est celle quoi notre d'aujourd'hui. mission de vie demain, en fait? Ah bien oui, ça aussi c'est intéressant. Mais on peut inventer plein de choses. Le travail n'est pas forcément un aboutissement en soi. On peut avoir d'autres façons de vivre, d'autres façons de s'accomplir, d'autres façons de partager, d'autres façons de se développer. Mais ça reste à inventer, à redéfinir collectivement. Et j'ai une question un peu de côté justement par rapport à ça, mais donc est-ce que d'une certaine façon aussi, indépendamment de tout ce qu'on a déjà dit avant, l'IA peut aussi nous aider à redevenir plus humains? Mais oui, c'est pour ça que je disais que pour moi, on vit une chance incroyable. C'est que si on l'utilise correctement, mais pour ça, il ne faut pas être feignant, ça nous oblige à nous déplacer vers beaucoup plus d'humanité. Et tant mieux. Mais il faut faire ce chemin. Et encore une fois, ça peut être fait à l'échelle individuelle, mais ça devrait surtout être pensé collectivement. Il existe déjà des collectifs qui travaillent sur ça ou pas, à ta connaissance? Je peux pas répondre, j'ai pas sais vu, pas. j'ai pas Ouais. identifié. Il y a pas mal de choses qui sont sur des projections plus ou moins souhaitées du futur, de ceci, de cela, mais un travail de fond sur le sujet, j'ai pas identifié pour l'instant. Mais certainement que ça doit exister. Ouais, il faut une initiative citoyenne, là. hein. Ouais. Et toi qui es dans cet écosystème, tu es plutôt, alors je sais pas si on peut dire optimiste ou pessimiste, mais comment tu vois la manière dont ça évolue pour le futur? Alors moi, je suis extrêmement optimiste par essence même. Maintenant, je cache pas mon inquiétude, mais comme je disais tout à l'heure, cette inquiétude, elle me pousse à bouger. Et si je me levais pas le matin en me disant il faut y aller, je me lèverais pas le matin. Et j'ai un fils de 16 ans aujourd'hui, et souvent on me dit mais qu'est-ce que tu lui dis pour demain, sa carrière ou autre, ses études? Et je réponds toujours avec un grand sourire, mais qu'il fasse ce qu'il veut, parce que c'est pas ce qu'il fera. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire mais peu importe ce qu'il fait comme étude, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'il soit ouvert, qu'il soit humain, qu'il soit prêt à découvrir, à changer, à bouger, à évoluer. S'il a tout ça, peu importe, c'est pas le sujet. Parce qu'il aura les compétences de base qui lui permettront d'évoluer indépendamment de ce que ça sera.
Et comment il le vit, lui, cette ère? Alors, par exemple, il a 16 ans, mais il n'a toujours pas le droit d'utiliser l'IA. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez critique. Et pour moi, c'est absolument indispensable qu'il ait les compétences minimales pour être prêt humainement. Ça rejoint la plasticité cérébrale. Exactement. Etc. Et donc, quand il en a besoin, parce que des fois, il dit « Ouais, mais là, j'en ai vraiment besoin », ben, je m'assois à côté de lui, et puis je le laisse faire, et puis je lui pose des questions. Alors, et comme ça, il comprend les limites, il comprend, maintenant, ce qui est, je trouve, très positif, qui n'est pas très sympa de sa part, mais je trouve très positif, c'est qu'il se moque de ses camarades qui ont fait n'importe quoi. Bon, mais pour moi, c'est un facteur positif. Parce que ça veut dire qu'il commence à intégrer un certain nombre de réflexes. Mais il n'a pas une anxiété? Bah non, il a 16 ans. Bah, il y en a beaucoup lui, à 16 ans qui ont lui, il est plus anxieux de la problématique écologique que de la problématique que celle-là. C'est ça qui l'emporte. Et donc toi, tu serais pas forcément favorable à l'IA, en tout cas l'enseignement de l'IA à l'école, parce que pour toi, ils sont pas forcément encore en mesure de façon cognitive. Alors pour moi, le sujet, c'est pas l'enseignement de l'IA à l'école, c'est le sujet de l'enseignement de c'est quoi être humain dans ce monde-là à l'école. Là, je suis pour à 100% d'accord. La technologie, elle avance à une vitesse complètement démentielle. Hein. Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs, et les plus jeunes d'entre nous embrassent ces transformations avec une vitesse et une facilité qui est complètement déconcertante. Pas forcément en le visant bien, d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. D'où le sujet de l'éducation. Et donc, les profs ne peuvent être qu'en retard. Le système pédagogique ne peut être qu'en retard par rapport à ça. Donc, l'enjeu, c'est pas d'aller dans cette course-là, surtout pas, c'est d'aller vers un enseignement beaucoup plus humaniste qui permette d'apporter un contre-pouvoir, justement, à ces progrès technologiques, de façon à leur redonner les clés d'un bon usage. Ça serait intéressant. Et ça, c'est pas très compliqué à faire parce que tout est déjà là. Il faut savoir que l'IA, elle se régale de tout ce qui est linéaire, stéréotypé et autres. C'est un régal. Regardez l'enseignement, c'est pas ça qu'il faut. Ouais, c'est les probabilités, en fait, c'est un modèle mathématique. Donc, effectivement, les probas, c'est facile, quoi, à traiter. Exactement, tout est là. Donc il faut plus moins de linéarité. Ouais, c'est hyper intéressant. Il faut plus de rugosité partout, en fait. Ouais, le frottement créatif. Ouais, le frottement créatif, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut. Et c'est pareil, moi, souvent, quand je suis dans les entreprises ou autres, ou même auprès de n'importe qui, je dis toujours, mais si vous voulez ressembler à l'IA, vous avez perdu. Donc ne cherchez pas à ressembler à l'IA. Enfin, n'y pensez même pas 2 secondes. Cherchez systématiquement votre différenciation. Il n'y a que ça qui est intéressant. C'est ça, et ça fait que de façon un peu anecdotique, on voit sur les réseaux sociaux, surtout en particulier sur LinkedIn, où on voit que vraiment c'est les mêmes posts tout le temps. Donc là, pour le coup, on est sur une linéarité absolue. Ça n'a plus aucun sens. 70% des posts sur LinkedIn sont rédigés par l'IA. Et ce qui est formidable, c'est ceux que préfèrent les humains. Ouais. Parce qu'on n'a aucun effort à faire. C'est toujours rédigé de la même manière, c'est toujours les mêmes idées, les mêmes trucs. C'est horrible. Zéro effort. C'est formidable. Et vous cassez la tête à faire un super post, pensez par vous-même. Et ça marche pas. Ça va être un bide. Ouais. C'est pour ça on s'en est vraiment rendu compte. Ah, mais vraiment, c'est déprimant. Tu donnes le texte, tu dis, allez, rédige-moi le post. Ça va marcher. Ouais. Génial. Voilà, on en est là. Luttons contre ça. Il y a des gens, des fois, qui me disent, mais ça sert à rien, c'est fini. Alors, je dis, mais attendez. Non. Bah non, là, si vous quand me même. dites ça, non, mais si vous me dites ça, encore une fois, je me lève plus le matin. C'est bon. Sûr. Plus besoin. Waouh. Je pense que on va réfléchir à un format une série avec toi. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et franchement, moi, cet épisode, il y a un avant-après, quoi. Tu m'as ouvert les yeux sur des choses. En tout cas, tu m'as offert une perspective que j'envisageais pas du tout. Et en fait, c'est presque comme si tu m'avais donné des longues vues. Et franchement, là, c'est quand même. Je dirais pas que c'est plus concret parce que ça reste quand même. Non, mais après, il faut faire, il faut voir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je comprends la big picture un peu plus. Elle est un peu plus réelle pour moi. Et du coup, quand on arrive à se projeter un peu plus, ça fait moins peur, toujours.
Donc, écoute, merci beaucoup. Merci pour merci tout. à vous vraiment. deux. C'était passionnant. C'est incroyable comme tu arrives à bien parler de ces sujets-là. D'ailleurs, on en parlait juste avant de tourner l'épisode, mais tu me disais que le nombre de mots qu'on prononçait baissait. On peut juste avant de clôturer cet épisode, parce que c'est hyper intéressant ce que tu m'as dit sur ça. Alors, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis, qui est sortie dans le Wall Street Journal, là, et qui disait que sur un an, là, cette année, ils ont fait des comptages, c'est 28% de mots prononcés en moins, ce qui revient à peu près à 100 000 mots par an de moins. Par an. Ça concerne absolument toutes les classes d'âge. Ce qu'on pourrait se dire, c'est les médias sociaux, c'est l'IA. Non, pas du tout. Y compris les personnes plus âgées qui sont pas dans ces registres-là. Donc, c'est vraiment sociétal. Alors, attends, juste préciser, parce qu'au départ, quand tu m'as dit ça, moi, j'ai cru que c'était le nombre de mots différents. C'est-à-dire que c'était une question de vocabulaire. En fait, c'est non. C'est le nombre de mots prononcé, quoi. Ouais. C'est même pas la richesse du vocabulaire, mais en tout cas la précision elle est importante parce que je l'avais pas décelé au départ et c'est vrai que Vous savez combien de mots en moyenne on utilise? Non, ça va me faire de la peine, je pense. Différents. En tant qu'ancienne juriste, toi t'en utilises plus, je pense. Je sais. Tu veux dire dans la même langue du coup? Oui. J'essaie de tricher. Non, j'ai pas du tout idée, même pas d'ordre d'idée. Non, aucune idée. En moyenne c'est entre 4 et 5 000. Ok. C'est tout? C'est tout. On a un vocabulaire très pauvre en fait. Vraiment, si t'es un érudit, tu vas toucher autour des 10 000. 10 000 le double quand même, ouais. Et si tu regardes les plus jeunes et autres, c'est autour de 2 000. Oh notre réaction en même temps. J'ai eu un peu une réaction de boomer. Ça donne un autre sujet qui est super intéressant. C'est qu'en réalité, si tu veux t'exprimer dans une langue, avec 1000 mots, tu sais t'exprimer dans une langue. Oui, non, mais ça pour le coup, on s'en rend compte souvent quand on balbutie un peu une autre langue. Pour la vie de tous les jours, les machins, 1000 mots suffisent pour pouvoir vivre quelque part. C'est fou. Et on a un chiffre c'est sur quel c'est récent, c'est des années récentes ou de manière générale. Non, je crois que c'est des chiffres qui datent de 4-5 ans ce que j'ai là. Oui, mais bon, on va dire c'est pas quelque chose qui date d'il y a 50 ans et on a priori, j'imagine qu'il y a 50 ans peut-être c'était des chiffres plus importants. Pas forcément en réalité parce que si tu veux c'est un autre débat c'est rigolo, c'est que ma mère je prends ma mère qui est toujours estomaquée par les fautes d'orthographe de ses deux petits-enfants et moi je lui dis toujours mais attends toi t'étudiais quoi? L'histoire, l'orthographe et un peu de maths. Bien sûr. Eux regarde tout ce qu'ils font et tu crois qu'ils peuvent être bons partout? Ça c'est sûr. Mais non, mais à un moment donné, c'était un fait. Mais à un moment donné, c'est une réalité, tu vois. Et puis à chaque fois, même en histoire, le programme. Notre cerveau, il peut prendre plein de choses encore. Mais non, ils apprennent 3 langues, plus de l'informatique. Et là, je suis un ennemi. Non. Enfin, à un moment donné, tu peux pas tout faire d'un coup, quoi. C'est pas possible, hein, tu vois. Ouais, mais si tu lis beaucoup, l'orthographe, elle vient comme ça aussi. Mais non, moi, alors, je suis pas d'accord. Attention, on refait un nouvel épisode. Moi, je lis beaucoup. Moi, je suis pas d'accord non plus. J'ai jamais été super fort en anglais. Tu sais ce que disait Victor Hugo? L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Bon, en même temps, il faut dire que ceux quand même, hier, on apprenait à notre fille pourquoi on dit trop heureux. Trop heureux. Et elle dit oui, mais je comprends pas. Quand on lit, on dit trop, on dit pas trop. Et quand on dit heureux, et elle dit en plus, il y a un H devant, donc je comprends pas. Mais tout à fait. Après, on met des choses en français. Elle me dit, mais maman, qui a inventé ça? On s'est regardé avec mon mari. Je suis d'accord. On sait pas, là, c'est compliqué. C'est comme toutes les retranscriptions débiles d'erreurs des moines quand ils ont recopié, et ainsi de suite. C'est bon. Tu vois, à un moment donné, on pourrait simplifier quand même. On pourrait rattraper leurs conneries. C'est certain. Et ça fait partie aussi de l'évolution. Mais t'as certaines élites qui disent, ah mais non, surtout pas. Soyons cohérents à un moment donné. Moi, je suis pas trop d'accord. Sur tout le projet Voltaire, etc., moi, je suis assez critique. Tu vois, c'est... Non, mais c'est... Victor Hugo disait ça. Parce que lui, il faisait énormément de fautes. Beaucoup de fautes. Donc il dit, non, mais c'est la science des imbéciles. Ce qui compte, c'est le fond. On s'en fout du reste. Il disait ça. L'IA, elle en fait des orthographes. De moins en moins. Bon, en tout cas, merci infiniment. C'était passionnant. Je pense que ça va ouvrir énormément de perspectives et ça va demander... tout le monde va avoir envie de fouiller encore plus. Mais moi, je pense que c'est quand même... moi, je me sens rassurée d'avoir une meilleure compréhension. En fait, je pense que quand on comprend les choses, forcément, ça... C'est le début. Si tu comprends pas, tu peux pas... Voilà. Exactement. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le Q&A. Ça va. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir.
Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.